Nutrinor a 75 ans, une histoire hors norme et une mission: unir nos forces à celles de la Terre pour accroître de façon durable la richesse collective. Racines et récoltes est un balado qui vise à faire connaître un peu mieux Nutrinor à travers son histoire, ses 1034 membres et ses 1000 employés. En toute authenticité, historiens, administrateurs, employés et agriculteurs membres de la coopérative vous dévoilent ce qu'on a semé au cours des 75 dernières années, ce qu'on récolte aujourd'hui et ce qui poussera demain. Bienvenue à Racines et récoltes. Mon nom est Michel Blackburn, je suis conseiller en communication numérique chez Nutrinor et j'aurai le bonheur de recevoir une panoplie d'invités qui ont laissé leur trace à la coopérative. Bonne écoute! Bienvenue au deuxième épisode de Racines et récoltes. Dans cette émission, nous poursuivons notre discussion sur l'histoire avec des gens qui l'ont vécu. Nous rencontrerons d'anciens présidents et employés qui ont su laisser leur marque chez Nutrinor. Laissons-nous raconter des morceaux d'histoire de leur passage. Nous accueillerons messieurs Yvan Morin et Jean Lavoie, producteurs et anciens présidents du conseil d'administration de Nutrinor, Laval Lapointe, qui a travaillé pendant 45 ans à la coopérative, et M. Yves Girard, ancien chef de la direction de Nutrinor. M. Yvan Morin fut administrateur de 2002 à 2014 et président du conseil d'administration de Nutrinor de 2008 à 2014. M. Morin est aussi propriétaire de la ferme Morivant de Saint-Bruno avec sa femme et ses enfants. Bienvenue, M. Morin. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi de vous recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je voulais en fait commencer, M. Morin, en vous demandant la simple question. Vous êtes producteur, donc faites-nous peut-être l'histoire de votre production là, à Saint-Bruno. Moi, j'ai acquis la ferme paternelle. OK, donc de plusieurs générations. De plusieurs générations, ça fait 135 ans environ que mon arrière-grand-père a défriché cette ferme-là. Ouais, donc c'était toujours une évidence pour vous que vous alliez reprendre le relais de la ferme familiale. Mettons que j'étais un entrepreneur, puis c'était une belle opportunité pour moi. Oui. Fait que j'avais ça dans les veines de travailler à mon compte, puis de développer cette ferme-là à mon goût, comme j'ai tout le temps fait. Mm-hmm. Puis là, la chance que j'ai eue, c'est que deux de mes enfants m'ont dit « Papa, ça te intéresse de continuer? » OK, eux aussi, c'était naturel, donc ça a été un beau fit, comme on dit. Oui, oui. Ouais. Après avoir travaillé à l'extérieur tous les deux. Oui. Fait que je suis très heureux de cette belle réussite-là. Mm-hmm. Donc, la relève est officielle aujourd'hui. Ils ont officiellement repris le flambeau. Oui, ils détiennent présentement 100% des parts de la ferme. Mm-hmm. Les deux plus jeunes de la famille. Ah, mon Dieu, parfait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes officiellement à la retraite. Est-ce que vous êtes encore impliqué dans la ferme? Je travaille encore avec eux autres à mon rythme, à mon goût. Et puis, ce que je trouve le fun, c'est qu'ils me demandent encore conseil de temps en temps. Ah, vous êtes comme encore la référence. C'est ça. Parlons, M. Morin, maintenant. Allons dans le vif du sujet, là, sur l'histoire de Nutrinor. Vous avez été administrateur à partir de 2002. C'est ce que j'appellerais peut-être la période la plus noire de Nutrinor. Racontez-nous, en fait, là, les débuts de cette période-là. En fait, le début de votre poste d'administrateur. Comment ça se passait à l'époque? Comment Nutrinor évoluait? Quand je suis rentré au conseil d'administration, j'ai été nommé tout de suite vice-président. OK. Donc, vous n'avez pas vécu la transition d'administrateur à vice-président? Je n'ai pas vécu ça, cette période-là. C'est de quoi que j'ai quand même aimé. C'était un beau challenge. Ouais. Je travaillais avec Sylvain Martel dans le temps. Mm-hmm. On avait un conseil d'administration. Moi, ma tâche là-dedans, c'était peut-être de unir tout ce monde-là. OK. Qu'on travaille ensemble. Ouais. On a vraiment travaillé ensemble parce qu'on est arrivé... Pour voir l'histoire un peu, Nutrinor venait de perdre 8 millions d'opérations dans les 2-3 années qui venaient de passer. On s'enlignait sur une année présentement avec une perte à peu près de 2 millions de livres. OK, aussi. Et puis, le saut que j'ai fait, moi, là, il n'y avait plus de directeur général. Ah. Et les prêteurs étaient dans la boîte en vérification diligente. Oh. Ça fait qu'on appelle ça quasiment juste un pied dans la faillite. Ouais. C'était vraiment sur le bord. Puis à ce moment-là, au niveau des producteurs, la relation était-tu aussi bonne? Bien, la relation était bonne. On sentait que les producteurs voulaient quand même que Nutrinor continue. Oui, OK. Donc, il y avait toujours la confiance était là, dans le fond. Il y avait une certaine confiance, mais moi, un peu le mandat que j'avais eu, c'est rentre là-dedans. Mm-hmm. Où est-ce qu'il y a à faire?
on vient nous dire si on débâtit ça pour bâtir d'autres choses OK. ou si on fait quelque chose avec ça. Ouais. C'était un peu le mandat que j'avais eu du champ, là, ou OK. que je m'étais donné, je sais pas. En tout cas, Ouais. Puis comment vous aviez vécu ça à l'époque? Parce que ça vient quand même avec une certaine pression. Oui, mais je l'ai vécu. Je suis quelqu'un qui est rassembleur. Mais OK. j'ai vu ça, j'ai constaté ça un peu là. Ouais. J'avais quand même un vécu syndical, puis Ouais. j'étais pas heureux dans le syndicat. OK. J'étais plus heureux d'en construire. Mhm. Ça fait que ça m'a frappé. J'ai embarqué dans une équipe quand même. J'ai travaillé avec Sylvain, là, c'était formidable. Oui, OK. Puis on a fait des belles choses ensemble. Ça allait bien. On s'est dit, le conseil d'administration, Ouais. on est rendu à ce point-là présentement. Mhm. Les décisions qu'on va prendre, on va les prendre comme si ça serait nos fermes à nous autres. Ah, je comprends. On ne les prendra pas pour un organisme Ouais. dans lequel on est organisateur. On va le prendre, on va prendre des décisions comme si ça serait à nous autres. Ça nous appartient, on est neuf, là. Ouais. Comme si ça nous appartient à OK. tiendrait Donc, on à se pas. retrousse les manches, puis on y va, là, On on y va. fonce. C'est de même qu'on est parti. Ouais. On a la vérification diligente, finalement, ça nous a donné une image claire sur ce qu'on était Ouais, rendu. Ça a bien effectivement. fait. Puis ils ont arrivé avec 8-9 points qu'il fallait corriger, il fallait Mhm. améliorer toute l'équipe. On a rencontré les créanciers. En tout cas, on a fait la job qu'il fallait faire dans ce temps-là. Ouais. Puis on l'a fait comme si ça arrêtait notre ferme à nous autres. Mais c'est ce que je partais pour dire, parce que dans le fond, de prendre la coopérative comme si c'était notre entreprise ou y aller en mode entrepreneur, je suppose que ça nous a donné une autre réalité que peut-être les gens qui étaient déjà en place ou qui ont géré la coopérative dans le passé, parce que ça montre en même temps que les gens en place avaient la coopérative à cœur. Ouais. Donc, ça veut dire qu'après ça, une fois qu'on a décidé qu'on fonce et qu'on croit à la coopérative, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Là, il fallait engager un directeur général. OK. Oui, c'est vrai, parce que vous m'avez dit qu'il n'y en avait pas. Oui. Ça fait que, à ce moment-là, ça c'était vraiment le moment marquant. Oui. Si on n'aurait pas eu un gars comme Yves, là, Mhm. trouver un gars vraiment qui adhérait à notre mission, qui adhérait à notre engagement, Puis qui était prêt à foncer parce qu'il y Prêt à avait foncer, des là. choses à faire. Là. Fait que ça veut dire que, dans le fond, si je comprends bien, vous parliez de leadership tout à l'heure, vous avez eu un certain leadership à proposer ou du moins à montrer votre confiance que vous aviez à Yves à l'époque, que vous ne connaissiez pas. Donc, ça veut dire que l'étape d'ensuite, bon, je suppose bien que Yves a été engagé, mais je voulais voir avec vous aussi parce que Yves avait quand même certaines preuves à faire. Il était arrivé un peu dans la même réalité que vous, dans la réalité d'un Nutrinor, vous l'avez mentionné, qui était presque sur le bord de la faillite. Là, maintenant, comment qu'on s'organise? Avec un nouveau chef de la direction, je suppose qu'il y avait qui ont eu des rencontres qui ont été faites pour voir, comment qu'on s'organise, là, maintenant? Avant de signer son contrat, la première rencontre qu'on a eue avec Yves, ouais. C'est ce jour-là qu'on a signé son contrat, mais ce n'était pas signé encore. OK. On rencontrait les vice-présidents de Fiducie de Jardin à Montréal. Oh. C'est eux qui avaient fait la vérification Mhm. diligente. Puis on avait Yves au bout de la table avec nous autres qui n'était pas encore engagé. Il y avait moi et Sylvain, puis le gars de Fiducie de Jardin. Ouais. On ne savait pas encore s'il allait nous faire confiance. OK. Parce qu'il n'y avait rien de Mais sûr encore. Là. Apparemment, le discours qu'on a eu toutes les trois ce jour-là, lui, il est parti de là, il dit « Vous avez réussi ». C'est fait, OK. Fait que c'est de même, ça a commencé vraiment là, à dire, hop, là, on commence à aller de l'avant. Là. Mm-hmm. Puis on a engagé Yves cette journée-là. Puis écoute, il y avait du feu dans les yeux quand il parlait de Nutrinor, puis il parlait de la région, puis il voulait revenir dans la région. Ouais. Puis l'agriculture, il avait ça dans les tripes. Puis tu sais, à un moment donné, on avait le gars idéal. Là. Mais je trouve ça bien de ce que vous dites, parce que dans le fond, c'est ce qui caractérise aussi les gens qui composent Nutrinor, à la fois du côté du conseil d'administration, mais même des gens qui composent le comité de direction. Je pense que c'est la passion de l'agriculture. Ouais. Puis, de ce que je comprends aussi, vous l'aviez vu de Yves à son entrevue, là, si je peux m'exprimer ici. Donc, par la suite, on a un Yves, on a un conseil, presque un nouveau conseil d'administration, parce que j'ai compris qu'il y a eu des nouveaux individus qui se sont greffés. Il y en avait beaucoup de nouveaux, Mm-hmm. dont moi. Oui. Puis après ça, je pense que ce qui a fait en sorte que ça a marché, c'est qu'on a réussi à faire un conseil d'administration fort, quand je dis fort, uni. Oui. On a tout le temps pris des décisions
En tout cas, moi, j'étais comme un leader un peu en avant avec Sylvain. On amenait des idées, puis toute l'équipe, puis le conseil d'administration, il est challengeant au maximum. Puis quand on sortait de là, on allait de l'avant, puis ça marchait. Donc, puis les employés nous suivaient. Ça, c'était une bonne affaire. Là. Parce qu'en même temps, il y avait toutes les conventions collectives de Nutrinor avaient au moins 1 an d'échéance. C'était comme en négociation, ça allait pas bien. Il fallait presque recommencer à zéro. Il fallait recommencer à zéro. Ouais. Puis moi, j'avais été mandaté pour rencontrer le syndicat. OK. Une tâche de plus, juste pour dire... C'est de quoi j'aime, là. Ouais. Puis... on avait fait notre constat au niveau du conseil d'administration. Puis, je suis assis avec eux autres. La seule demande que j'ai faite, j'ai dit là, j'ai dit, garde, on peut pas. Il faut vivre avec ce qu'on a dans les mains présentement. On peut pas, vous connaissez tous les chiffres de Nutrinor, on peut pas donner d'augmentation à personne, on peut pas upgrader les conditions de travail. Puis il y en a de vous autres qui vont perdre votre job probablement dans les années à venir. Là. Mais là... il faut que vous nous fassiez confiance. Oui. C'est la clé, dans le fond. C'est autant que vous ayez confiance à vos employés que les employés aient confiance en vous. Oui, mais ça faisait comme assez longtemps qu'ils nous avaient vu aller un peu. Là. Je pense que cette confiance-là, ils nous l'ont accordée. Ils ont accepté de fonctionner pendant 3 ans sur cette vieille convention-là, toute l'équipe. Ça a bien été vraiment... là. On a eu l'adhésion à 100% des employés. Là. Ça, et du côté des membres, comment l'adhésion s'est faite? Parce que je suppose qu'il y a eu des assemblées générales annuelles pour présenter à la fois un nouveau Yves, des chiffres peut-être décevants, mais une nouvelle vision. Oui. Ça, au niveau des membres, moi, ça m'a surpris. Là, oui. Parce qu'on a pris beaucoup de risques. OK. Mais ce qu'on s'était dit aussi au conseil d'administration, c'est qu'il faut aller chercher l'adhésion des membres. Il faut leur dire exactement ce qui se passe. Oui. Tout le temps. Fait qu'à chaque assemblée, chaque réunion qu'il y avait, je me suis fait un devoir, moi en tant que vice-président, Sylvain en tant que président, Yves en tant que directeur général, on était tout le temps assis tous les 3. Puis on a jamais dit, peut-être qu'on n'a pas bégayé jamais. On a dit, on le sait pas, oui, ça a du bon sens, on va aller là, on va peut-être bien y aller. Non, c'est pas fait encore. On a été... Donc, vous avez toujours une certaine transparence. Là. Très transparent. Puis ça, je pense que c'était la base de la réussite de faire suivre les membres. Parce que c'était important, les membres. Tout à fait. Il y en avait qui voulaient, mais il y en avait qui... arrêtez de nous casser la tête avec ça, là, puis passons à d'autres choses. Puis c'est ce qui est beau parce que là, on parlait de confiance, mais je parle aussi d'un certain leadership des personnes en place parce qu'il faut à la fois ne pas avoir froid aux yeux, de dire, parfait, moi j'ai une vision, je fonce, puis embarquez avec moi ou embarquez pas. Là, t'sais. Donc, vous étiez habité par une certaine passion de faire avancer les choses. Oui. Parce que là, on est à peu près dans le milieu des années 2000. Comment qu'on sort là, d'une presque faillite? Là? Avec une planification stratégique de dire, regarde, il y a des domaines qu'on ne restera pas. Il y a des domaines qu'on va rester. Donc, on a fait des choix. On a fait des choix. On a vendu la division des garages. On a vendu toutes les divisions qui ne touchaient pas à l'agriculture, excepté l'énergie. Oui. Toutes les divisions qui ne touchaient pas à l'agriculture, on les a... OK. Donc, pas débarrassé, là. Oui, c'était le point central. Il fallait que les divisions aient un lien avec l'agriculture. Oui. Parfait. Puis dans le moment, il y a même une des planifications stratégiques qu'on a faites l'année dernière, c'était qu'on investit strictement dans l'agriculture. OK. On n'investit pas dans d'autres domaines. L'énergie, finalement, touche l'agriculture. Oui, évidemment. Oui. Puis toutes les autres affaires, mais je pense pas on voudrait plus qu'il y ait de diversion un peu partout. C'est ça qui a causé c'est ça, puis il n'y a pas ça. Le groupe Lactel, écoute, c'est un accident de parcours. C'est un beau projet qui... Écoute, ça n'a pas fait... Qui n'a pas abouti. Il n'a pas abouti. Là, ça a marché. Il y a bien des coopératives qui ont vraiment fait faillite puis ont fermé. Là. Tout à fait. Puis, ça, dans le temps, en fait, là on parle du milieu là, des années 2000. Là, on fait des choix déchirants parce qu'on décide de se départir de certaines entreprises qui avaient plus ou moins un lien avec l'agriculture. Quels ont été les autres faits marquants, par exemple, là, dans ces années-là? Parce que là, on fait des choix déchirants. Est-ce qu'on décide de recentraliser peut-être des efforts dans certains secteurs? On avait une brochette, c'est encore le même, là, une brochette de directeur de division. Là, il
Il y en a que c'est les meilleurs hommes d'affaires de la région dans le domaine. Là, puis c'est eux autres qui étaient dans ces postes-là, puis qui faisaient avancer les divisions. Puis Yves, je pense que l'élément marquant, là, c'est que Nutrinor, avant ça, marchait en silo. Ah, OK. Ça, donc, chaque division était autonome. Chaque division était autonome. Il y avait quasiment pas d'interréaction entre les divisions. Puis la première volonté que Yves, première action concrète que je pense que Yves a posée, c'était d'aplanir, de faire tomber ces silos-là, puis tout le monde travaille ensemble. Que le monde se parle puis qu'ils travaillent ensemble. Il a formé un comité de direction, là, qu'on appelle, là, où chaque mois, il y avait tous les directeurs de division se réunissaient. Et puis, une des interrogations qui se posait, c'est comment est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il des choses qu'on peut se compléter quelque part? Là? Que quelqu'un a la connaissance pour pouvoir aider les autres secteurs. Je pense qu'à partir de là, ça a vraiment, on a vraiment senti un vent nouveau là, à l'intérieur de Nutrinor. Là. Puis selon vous, dans ces années-là, parce que Nutrinor n'était pas la seule coopérative agricole, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'à l'époque, bon, avec un nouveau CA, avec un Yves qui était à la barre, que Nutrinor, vous aviez peut-être plus confiance à Nutrinor qu'avant, ou du moins que si vous vous compariez à la compétition, vous disiez, bien, Nutrinor, on est dans la bonne voie? Moi, personnellement, je voyais Nutrinor comme... si on regarde l'histoire un peu de la province, tu avais Agropur qui amenait une plus-value aux producteurs de lait de leurs membres. Mais avec 50% des producteurs qui sont membres d'Agropur du Québec, producteurs de lait. Moi, je disais que Nutrinor est capable de faire la même chose dans la région, avec les producteurs de la région. Il est capable d'amener, puis en plus, il est capable de faire mieux si on veut. Il est capable d'amener un intrant dans la ferme un petit peu meilleur marché, peut-être un peu meilleur ticket, un service à la ferme. Puis il est capable de prendre le produit, après ça, le transformer, puis aller refaire une plus-value sur le marché. Moi, c'était mon rêve. Là. OK. Puis je pense que ce rêve-là, il se concrétise de plus en plus. Puis c'est pour ça qu'on a travaillé, puis c'est pour ça que le CA y a cru, dans le fond. C'est ça. Je pense que c'était à ça que le CA a adhéré, puis c'était à ça que les producteurs voulaient aussi. Ça devait probablement transparaître dans mon discours de ce temps-là, parce que j'avais l'impression que je rassemblais les gens autour de ça. Là. Oui, bien, c'est ce que je comprends aussi. Puis, tu sais, vous m'en parlez encore avec la flamme dans les yeux. Ce que je comprends, c'est que à la fois par rapport au domaine syndical, mais même par rapport aux employés en tant que tels, il y avait une confiance de dire, bon, bien, parfait, on avance, puis on fonce. Là. Puis une chose aussi que avant, Nutrinor, il faisait des affaires dans d'autres départements, puis il voulait ramener de l'argent pour les fermes. D'autres, on a dit non, pas bon ça. On a dit, les gens vont adhérer au service de Nutrinor s'ils sont les meilleurs. Puis je pense que ça, Yves a été très habile là-dedans avec ses directeurs de division. Là, pour donc, dire, de développer une expertise. Oui, vraiment, il faut être le meilleur dans le domaine qu'on est. C'est pas... nos membres ne viendront pas nous voir parce qu'on est une coopérative. Ils vont venir nous voir parce qu'on est bon, parce qu'on amène une valeur ajoutée à la ferme, parce qu'on... Tu sais, c'est vraiment ça, je pense, qui était développé, la modalité. Ça, c'était une grande force de Yves, là. En tout cas, on le secondait pas mal là-dedans. Là, je veux dire, mais c'est ce que je partais pour dire, parce que Yves, aussi bon il a pu être, il était quand même, je partais pour dire backé, là, mais secondé par un CA qui avait confiance aussi au travail qui allait être fait. Oh oui, c'est ça. Là. Donc, on est à peu près là, pour se situer dans le temps, là, fin 2008, 2009, 2010. Est-ce qu'il y a eu d'autres faits marquants dans votre parcours chez Nutrinor? Moi, je voyais que ça allait bien. Je voyais qu'on avait fait des méchantes efforts aussi. Là, je voyais que ma fin approchait parce que j'avais des gros projets sur ma ferme à moi. Puis ma relève, j'étais en train d'établir ma relève dans cette période-là. Là. Je savais qu'il fallait que je quitte Nutrinor très, très prochainement. Puis moi, ce qui me gruge encore, c'est la peur que ça revienne comme ça avant. Donc, on reste toujours avec presque un traumatisme. Moi, ça a marqué ma vie. Puis ça a marqué encore un peu. Là. Puis, je n'étais pas le plus chaud du développement durable. Au conseil d'administration, là, ils vont tous vous le dire probablement, c'est pas moi qui ai amené le développement durable. C'est plus Yves qui a poussé ça un peu de l'équipe. Mais j'ai adhéré au développement durable le matin que j'ai vu un lien de dire peut-être que ça va faire en sorte que dans l'avenir, Nutrinor va rester des bonnes tracks. Puis après que j'ai été convaincu de ça, là j'ai vraiment foncé. Ça, je pense, ça va me marquer. Ça a marqué ma fin de mon mandat.
Puis je pense que ça va marquer aussi le début d'une nouvelle ère pour la coopérative régionale. Donc, ça veut dire que au départ, vous étiez un peu à contre-cœur, là, embarqué un peu à contre-cœur. Pas à contre-cœur, mais je trouvais que c'était de l'éparpillation un peu pour moi. On s'éparpillait peut-être un peu là-dedans. Je n'étais pas contre, mais c'est pas moi qui poussais le dossier. Là. Puis qu'est-ce que je suis curieux de savoir... C'est moi qui étais président. Oui, c'est ça que je parlais pour dire. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez dit, bien, finalement, c'était une bonne idée? Ben, c'est ça. À force d'en discuter, il y a eu une mission en Europe que je n'ai pas pu aller. OK. Yves est allé avec la première mission, je me trompe pas, mission, là, ouais. Je n'ai pas pu aller, puis ils sont arrivés, je suis content de ne pas y avoir été, parce que c'est eux qui m'ont convaincu, qui m'ont ramené des éléments qui ont fait en sorte que ça pourrait tellement avoir de l'allure. Ouais. On investissait, le temps qu'on allait mettre là-dedans, c'était pas nécessairement de l'argent, du temps perdu. Puis, écartons-nous peut-être là, du développement durable pour parler de votre, de votre règne, de votre mandat à titre de président de Nutrinor. Je trouve que ça a marqué aussi une nouvelle époque, c'est-à-dire que là, au lieu de faire des choix difficiles et de se départir de certains secteurs, on a commencé à pouvoir investir dans d'autres entreprises. Comment ça s'est passé? Comment avez-vous vécu ça? Ben, moi, j'étais un entrepreneur au départ, là, des racines, là. Mais je voyais une opportunité, parce que moi dans ma tête, là, je me disais, faut être aussi bon qu'un gros pur pour amener de l'argent en membre. La grosseur de l'entreprise, 300 employés, 300 millions de chiffres d'affaires, c'est pas assez pour ramener bien de l'argent à 1200 membres, là. Ça fait qu'il faut qu'il y ait une croissance. Puis en même temps, comme vous disiez, en ayant quand même toujours le traumatisme en arrière de dire « je ne veux pas reproduire les erreurs du passé ». C'est ça. C'est un peu ça qui me traumatise encore aujourd'hui quand je les vois aller, parce que je ne vois pas tout. De loin, je suis dans la ferme avec les enfants, puis là, je vois Nutrinor qui continue sa croissance, le kit. Je dis, à un moment donné, on n'a pas bâti cette coopérative-là rien que pour croître. On a bâti cette coopérative-là pour ramener de l'argent aux membres. Puis moi, j'ai vu la croissance dans des opportunités d'affaires qui faisaient en sorte que on allait venir avec un assez gros chiffre d'affaires en dégageant des profits intéressants pour ramener vraiment des ristournes à nos producteurs. Vous souvenez-vous, à l'époque, la première acquisition que vous aviez fait avec moi j'appelle ça presque le nouveau Nutrinor, là? Ben, les premiers contrats que j'ai signés, c'est Fromagerie Perron. Pas Fromagerie, la charcuterie Perron. Oui, à Saint-Prime. Oui. Donc, le dernier contrat que j'ai signé, c'est les charcuteries LF. Ah, OK. Donc, on est resté dans les viandes d'un côté. Du temps que j'étais président, là, en tout cas. Ah, puis je suppose aussi que c'était une certaine fierté parce que du côté de la boucherie charcuterie Perron, ça nous ramenait un peu au domaine des viandes. Ah oui. Donc, à ce moment-là, c'était une certaine fierté aussi d'avoir une entreprise régionale dans laquelle on pouvait concentrer aussi les efforts grâce à un nouveau Nutrinor dans le décor. Exactement. Puis, il faut maintenir quand même un des objectifs qu'on a, c'est de maintenir des infrastructures dans la région aussi. Là. OK, je comprends. Si on laisse tout fermé, on ne joue pas notre rôle non plus. Là. Donc, ça veut dire que vous aviez toujours le souci que Nutrinor reste un bon ambassadeur, si je pourrais m'exprimer ainsi, dans le domaine des affaires. Oui. Ça veut dire qu'à ce moment-là, comment la transition s'est faite? Parce que je suis curieux de savoir de ce que moi j'appelle l'ancien Nutrinor, le nuage gris qui suivait la coopérative, avec le nouveau Nutrinor. Est-ce que vous sentez que autant les membres que les employés ont senti que le vent avait tourné là, un peu? Les membres l'ont senti très fortement. Oui, OK. Puis j'ai l'impression, j'ai pas l'impression. Les employés, j'étais encore... je rencontre des employés du temps de Nutrinor, puis j'ai encore des tapes dans le dos, puis t'as fait une bonne job, puis c'est plus fun de travailler avec toi. Tu sais, moi... Parce que ça a marqué un fait important dans la vie de Nutrinor, donc un nouveau Nutrinor en santé financière. Oui. Vraiment, là... on le sent encore, là. On le sent... Mais là, présentement, l'agriculture de la région évolue beaucoup. Oui, c'est ce que je m'en allais dire, parce que là, on a parlé un petit peu de développement durable. Là, on voit un peu que Nutrinor encourage l'agriculture durable. Dans la fin de votre mandat, est-ce qu'on parlait déjà d'agriculture durable? Oui.
il commençait à penser à mettre ça en place dans les fermes. Donc, comment vous avez vu ça? Parce que là, je me souviens de ce que vous m'avez dit, qu'au début, vous n'étiez pas nécessairement le premier bon ambassadeur de cela. À la fois, j'aurais le goût de vous poser la question en tant qu'administrateur, mais aussi en tant que propriétaire d'une ferme, comment l'individu a vécu ça? L'individu, il a vécu ça complètement différent. Oui? Parce que j'étais en train de passer les commandes de ma ferme à mes enfants. Oui. Puis je n'ai pas voulu prendre cette décision. Je voulais que ce soit eux qui adhèrent à ça. Donc, laisser la place à leur relève. Puis je pense que c'était une bonne chose que j'ai faite. Ils n'ont pas adhéré aussi vite que j'aurais aimé. Sauf que dans la tête, des principes de développement durable, j'en avais pas mal dans la tête aussi. Oui. Et puis, aujourd'hui, ils ont adhéré au pacte de développement durable régional que Nutrinor propose. Mais c'est eux qui ont pris la décision. Ils se préoccupent beaucoup de ce qu'il va y avoir dans l'avenir. Plus que s'il n'y aurait pas le développement durable. Ouais. C'est plus à long terme. Les décisions, c'est plus à long terme. Une vision à long terme. Ça, c'est officiel. Là. Mais à part ça, c'est sûr que c'est sûr qu'au niveau du travail du sol, mon fils qui est impliqué là-dedans beaucoup, je vois qu'ils ont rentré bien des principes de développement durable là-dedans pour qu'ils se questionnent beaucoup plus qu'avant. Parlons de l'avenir, parce que le temps file. Comment voyez-vous Nutrinor de l'externe au niveau de l'avenir? Ça serait quoi votre souhait pour là, on fête nos 75 ans, presque pour les 75e, mettons, dans 75 ans? Moi, ce qui m'inquiète présentement, c'est plus l'évolution de l'agriculture qui est en train de se faire. Il y a beaucoup de producteurs de petits producteurs qui se désintéressent de l'agriculture. Ouais. Je pense que Nutrinor, faut qu'elle devienne quasiment... pas un leader, mais il faut vraiment qu'elle aide les fermes. Donc, un Nutrinor, dans l'avenir, puisse rester un pilier pour accompagner ces petits producteurs. Probablement, mais comment ça peut se développer sans que ça soit... faut pas que ça devienne une charge pour Nutrinor non plus. Faut que tout ça soit... Faut pas revenir à aller chercher de l'argent ailleurs et ramener ça là-dedans. Là. Faut vraiment que ça soit quand même une expérience économique qui est rentable quelque part pour Nutrinor, puis qui fait en sorte qu'il aide les fermes aussi à continuer, les motive, ça va là. Oui, mais j'aime mieux ce que vous dites parce que je trouve que ça fait partie de l'histoire de Nutrinor, de la coopérative, de pouvoir toujours avoir un lien extrêmement privilégié avec le producteur qui est le membre, dans le fond, de Nutrinor. Oui. Monsieur Yvan Morin, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette balado. Ben, ça m'a fait plaisir de me replonger un petit peu dans ma mémoire du passé aussi. Là. Un grand plaisir pour nous aussi de vous en parler. Et on finit en vous souhaitant une bonne retraite. Merci. Monsieur Jean Lavoie fut administrateur de 2003 à 2019 et président du conseil d'administration de Nutrinor de 2014 à 2019, tout de suite après Monsieur Morin. Monsieur Lavoie est aussi propriétaire de la ferme Rollois de Saint-Gédéon. Bienvenue, Monsieur Lavoie. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, j'aimerais peut-être qu'on parle ensemble, M. Lavoie, des moments marquants là, de votre implication chez Nutrinor, autant à titre d'administrateur, mais aussi surtout à titre de président du CA. Donc, on est dans les années 2003 à votre départ à titre d'administrateur. Ça ressemblait à quoi un peu la vie là, de la coopérative? C'était une période assez difficile, je dirais, pour Nutrinor. Moi, personnellement, j'ai décidé de m'impliquer à partir de 2003. Ça a tombé dans un cycle pour remplacer un administrateur qui était sortant. OK. Puis, à l'époque, c'est sûr que mon objectif, c'était de travailler à relever Nutrinor, si on veut. Là. Ouais, ça part de là, dans le fond, de l'ambition ou de l'intérêt de relever Nutrinor, puis d'en faire une coopérative plus florissante. Ouais, car devienne ce qu'avait déjà été dans les années qui ont précédé, mettons, des périodes plus prospères qu'elle a connues. Parce que c'est sûr, de 2000 à 2006-2007, l'équité de Nutrinor était tellement faible que si ça avait été une entreprise standard, c'était un cas de faillite. Là. Ah, OK. C'était à ce point-là. Donc, ça veut dire on entre directement dans un premier mandat où est-ce qu'il faut se retrousser les manches et ça remet un peu de courage, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, comme administrateur, oui, on avait
un travail de redressement à faire, à enclencher. Par contre, je dirais que le plus gros de la job de bras se faisait par la direction générale qui, lui, à tous les lundis matins, quand il entrait, c'était un peu un stress pour à peu près tous les employés. À tout bout de champ, il y avait des postes de coupés pour justement permettre une amélioration de la situation financière de Nutrinor. Puis c'était de réussir à faire les bons choix pour qu'il y ait le moins d'impact négatif possible sur l'entreprise et sur le futur, tout en permettant des économies substantielles là, qui nous permettaient d'éventuellement retomber dans la rentabilité. Donc, ça veut dire que pour Nutrinor, ça a toujours été évident d'avoir une certaine transparence envers ses membres pour leur dire la vérité, là, pour leur montrer la situation de Nutrinor à cette époque-là. Oui, même à cette époque-là, je pense que c'était de mise. Puis, pour moi, c'est une valeur qui est vraiment importante, le côté, je dirais, humain de l'entreprise. Là. L'entreprise, oui, c'est beaucoup de chiffres aussi, mais toute la partie humaine, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, à partir d'individus sur le conseil d'administration, les membres dans le champ, puis la clientèle continuaient à soutenir Nutrinor, même si c'était une situation, je dirais, pas complètement désespérée, mais quand même très difficile. Qui fait que cette partie-là, tu ne l'as pas si tu n'as pas un degré de transparence important. Donc, pour continuer là-dessus, on est début des années 2000, milieu là, des années 2000. À partir des années peut-être plus 2005, 2006, 2007, comment s'est effectué, je dirais, le travail ou j'oserais dire la transition vers le nouveau Nutrinor, si je peux m'exprimer ainsi? Je dirais 2006 à 2009 à peu près, là, j'y vois de mémoire. On est arrivé pas mal à la fin du grand nettoyage. Là. OK. Donc, on parle, vous m'avez dit 2009? Moi, autour de 2009, là, on avait, je dirais quand on fermait les états financiers, on avait pas mal fini de crever les ballons là, qui nous arrivaient des fois à la dernière minute. Là, Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, lors des assemblées générales annuelles, fallait quand même qu'il y ait fallait que les membres producteurs y croient, dans le fond, à la coopérative, puis continuent d'y croire, parce qu'il y avait autant, si je ne me trompe pas, des membres de la première heure, autant que des membres de relève. Ça veut dire qu'il y avait une adhésion hyper fidèle à Nutrinor. Oui, je pense que les administrateurs qui ont accepté le mandat à l'époque, c'était des individus qui avaient une crédibilité, je dirais, dans le champ. Ça prenait des personnes qui étaient prêtes à se dévouer, puis après ça, que les gens dans le champ, en tout cas, qu'il y ait des majorités de producteurs qui appuient ces individus-là pour avoir les coups des franges puis permettre là, de continuer d'avancer. Faisons peut-être un bond là, plus dans les années, dans le milieu des années 2010, là, en fait, à votre venue au président du conseil d'administration, dans ce que moi j'appelle le nouveau Nutrinor, là, le Nutrinor d'aujourd'hui. Pouvez-vous me faire peut-être le résumé des faits marquants là, à votre arrivée, donc je m'en allais dire la coupure peut-être qu'il y a eu entre l'administrateur et le président, on se trouve à être à peu près dans quel moment là, de la vie de Nutrinor? Avant de passer à la présidence, j'ai fait 5 ans quand même à la vice-présidence. Ah, OK. Fait que c'est... Donc, il y a eu quand même une transition, une transition, c'est ça, c'est un cheminement. Parce que tomber d'administrateur à président, je dirais que la marche est grande. Ouais. Moi, à l'époque où est-ce que j'étais vice-président, c'était Yvan Morin qui était président. On était, je dirais, relativement proches, là, autant au niveau des conseils, puis en dehors des conseils d'administration, on se consultait régulièrement. Mais quand tu es président, tu es toujours le premier interpellé, puis là, il faut que je dirais que tu décortiques un peu l'information que tu reçois. Qu'est-ce que tu vas partager avec ton vice-président qui, lui, va t'aider des fois à évoluer dans tes idées. Puis souvent, on a 2 personnalités un peu différentes. Moi, je suis plus le genre très, très posé, puis ma tête calcule beaucoup, puis
j'ai pas nécessairement de grandes envergures. Mhm. Yvan, lui, c'était plutôt le contraire. Lui, c'était quelqu'un qui rêvait, puis fait que les deux ensemble ont réussi à se balancer. Fait que ça veut dire aussi que pour le bénéfice de nos auditeurs, chaque décision importante à l'intérieur de la coopérative est entérinée par le CA, donc par le président du CA. Oui. Puis, on parlait d'étapes, des fois de faits importants. Ouais. Il y a eu le développement durable, l'orientation développement durable qui a décollé dans les années 2009 de mémoire à peu près. Ça, je pense, c'est vraiment un tournant majeur du côté de Nutrinor. C'est une volonté qui a été prise. C'était du très long terme parce qu'à court terme, ça ne donnait rien, sauf des fois un peu des casse-têtes. Puis c'était vraiment une orientation. On s'était toujours dit, on ne veut pas que ça soit du greenwashing. On veut vraiment que ça soit quelque chose de concret dans le futur. Et à ce moment-là, l'adhésion des gens s'est passée comment? Parce que là, on se rapporte dans le temps. Là, on est en 2009-2010. C'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Ça faisait pas autant partie de nos vies. Là. Donc, comment on réussit à vendre ça aux membres? Je pense que c'est un petit peu comme le redressement de l'entreprise. Oui, okay. Nutrinor était... On dit souvent que Nutrinor est un petit peu la main entre la production puis le consommateur pour faire cheminer le produit jusqu'au consommateur. Ce que ça avait constaté à l'époque par des voyages d'études, des choses de même, c'est que en Europe, entre autres, il y avait des avantages que le consommateur percevait par rapport au développement durable. Les produits qui sont issus d'un mode de production en développement durable. Puis c'est cette partie-là qu'on a comme vendue aux producteurs, aux membres, comme étant une voie crédible pour le futur pour nous permettre de se distinguer. Puis vous parlez de crédibilité. Encore une fois, ça l'a démontré aussi peut-être la crédibilité du CA pour que les membres, je dirais, acceptent ou vous fassent confiance par rapport à votre approche en développement durable, en agriculture durable. Il fallait aussi qu'il y ait une crédibilité puis que les gens aient confiance en ce que vous dites. Oui, puis on l'a fait. On a commencé par Nutrinor même, l'entreprise, la coopérative. Puis on a... je pense que c'est important pour la crédibilité qu'on a aussi. Les bottines puis les babines doivent se suivre tout le temps. Tout à fait. Ce qu'on a commencé à implanter à Nutrinor dans la coopérative, c'est des petits pas qu'on a fait au début. C'était pas des grands pas. Puis on publiait, on faisait savoir aux producteurs, aux membres, puis aux différents partenaires autour, qu'est-ce que ça avait eu comme répercussion, comme impact. OK. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours une communication presque constante entre le CA ou plutôt, on va dire, l'administration et les membres. Oui. Puis, ça fait partie de... Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je pense qui est hyper important, qui doit demeurer aussi dans le futur, un lien, une communication. Parlons du futur. Je dirais, si on avait, par exemple, une boule de cristal, qu'est-ce qui, selon vous, va être le Nutrinor dans un autre 75 ans, ou peut-être même moins, peut-être un 25 ans? Donc, le Nutrinor de demain, pour vous, c'est quoi? Je me suis pris quelques notes. Moi, le Nutrinor de demain, c'est quelque chose qui m'a tenu beaucoup à cœur, puis que j'ai essayé de léguer au conseil d'administration quand je suis parti, de garder l'entreprise de façon le plus possible autonome. Oui. Il y a eu des différents maillages qui sont faits, entre autres, avec Solio au niveau agricole. Puis moi, personnellement, j'ai toujours tenu mordicus à ce que Nutrinor puisse naviguer de ses propres ailes puis prendre ses propres décisions. C'est quelque chose que je pense qui est important. Puis, si on reste à une dimension régionale, puis je dirais toujours humaine, c'est plus facile quand il y a une période des fois un petit peu plus creuse, d'avoir le soutien du milieu pour être capable de passer au travail. Ouais. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de pousser à ceux qui m'ont succédé. Une chose qui s'est passé aussi sous
ma période là, au conseil d'administration, on a quand même fusionné avec d'autres coopératives de la région. C'est des dossiers, des fois, qui sont assez délicats. Ouais. Je pense, entre autres, moi, une que j'ai réussi là, de mon époque, c'est avec la coop des Deux-Rives. Donc, pour situer géographiquement les gens, on parle, par exemple, de l'ouest du lac, donc dans le coin de Normandin. Oui, c'est ça. À part de la rivière Péribonka, puis ça va de l'autre côté jusqu'à la Chamouchouane, à peu près, là, jusqu'à Robertval. C'était un territoire qui était couvert par cette coop-là. Il y avait eu beaucoup de démarches de fait, je dirais, dans les 10 années quasiment me précédant. Il y avait des discussions, mais il n'y avait pas d'avancement. Il faut toujours nommer la confiance aussi à l'époque. Il faut que les deux organisations aient confiance l'un envers l'autre. Puis ça, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a rendu fier de pouvoir réaliser ça. C'est pas juste économique, je l'ai vu vraiment pour le futur de la région, pour être en mesure de continuer à mieux servir les producteurs. Par contre, quand on fait une chose comme ça, c'est toujours la proximité avec les producteurs, les gens dans le champ qu'il faut absolument essayer de garder. Puis c'est pour ça que je dis faut pas voir trop grand comme envergure d'entreprise des fois là, pour être capable de garder cette partie-là aussi. Avant de terminer, M. Lavoie, j'aurais le goût de vous poser la question. Selon vous, qu'est-ce qui fait que Nutrinor se démarque autant? Oui, bien, évidemment régionalement, mais nationalement. Qu'est-ce qui fait que Nutrinor a autant une bonne renommée, une bonne réputation? En termes d'entreprise, je pense que Saguenay-Lac-Saint-Jean a toujours été une région qui est, je dirais, pas facile à diriger. Là. Il y a d'autres régions au Québec qui ont, je dirais, la tête dure aussi. La tête dure, oui. Mais quand on a une idée en tête au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense qu'on est quand même assez difficile à faire changer d'idée. Puis à venir à date, en tout cas de la façon dont on travaille, je pense que les grandes orientations qu'on prend sont fondées sur des bases solides, des bases valables. Puis on déroge pas facilement, là, même des fois dans l'adversité ou dans différents grands mouvements qui se produisent là, au niveau agricole. Notre modèle d'entreprise qui est quand même diversifié, qui nous permet d'aller chercher des profits, mettons, dans, je vais dire, le secteur énergie, qui est toujours un secteur qui amène beaucoup d'argent à Nutrinor. Bien, ça nous permet de distribuer des profits aussi là, aux producteurs, puis dans des projets, des produits des profits qui proviennent là, d'autres secteurs, là, puis que c'est important de... Puis je suppose aussi que tout ça provient, comme vous disiez tout à l'heure, d'une partie, en tout cas du moins, de continuer d'être maître de son destin. D'être pas dépendant, par exemple, des autres. Plus on demeure, je dirais, autonome, puis avec la capacité d'aller avec nos ambitions aussi. Là, c'est un peu... on revient avec les 3 piliers de développement durable. Là. On a beau vouloir quelque chose, si on n'a pas la capacité financière de le faire, ça ne marchera pas. Puis si on n'est pas supporté par nos membres, par le public, capital humain. c'est pas voué au succès là, à long terme. Fait qu'il faut toujours garder cet équilibre-là là, qui fait des fois qu'on doit aller peut-être un petit peu moins rapidement dans nos évolutions. Par contre, quand on fait des moves, ben, on les fait de façon plus pérenne. Puis si jamais on fait une gaffe, ben faut réagir puis pas attendre là, que ça nous gruge là, pour s'en sortir. Écoutez, M. Lavoie, pour terminer, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode de la balado. Pour l'avenir, je vous souhaite quoi? De continuer sur votre ferme? Parce que là, vous êtes encore à la ferme. Je suis encore à la ferme, mais je suis en phase de, je dirais, préparation à la retraite. Oui. Ça fait 2 ans que mes démarches sont commencées. Je n'ai pas de relais familial. Fait que ça fait 2 ans, moi, que les démarches sont commencées pour, idéalement, que l'entreprise puisse continuer d'exister,
mais tout en me permettant quand même là, d'aller chercher mon fonds de pension par l'avant de l'entreprise. Parce que comme producteur agricole, souvent, c'est des choix qu'on fait. On met tout dans notre entreprise, toute notre vie. Puis on a de l'argent quand on quitte. Fait que bon, ben encore merci, M. Lavoie. Une bonne retraite pour l'avenir. Merci beaucoup. Ayant grandi sur une ferme laitière, Laval-Lapointe a travaillé pendant 46 ans chez Nutrinor. Des histoires, il en a. D'ACL, en passant par Lactel et Nutrinor, il a vécu l'évolution de la coopérative depuis ses débuts. Alors, bienvenue Laval. Ça me fait plaisir. Bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. Laval, je trouvais ça intéressant, en fait, qu'on puisse te parler, mais même avant de pouvoir commencer là, dans le vif du sujet, je me permets de tutoyer parce qu'écoute, on a travaillé quand même un petit bout ensemble. Oui, des bons souvenirs pour moi. Raconte-nous un peu dans le temps comment que ça se passait, parce qu'on n'était pas aussi moderne qu'aujourd'hui. Et non. Mon père c'est une ferme ancestrale un peu, qui appartenait à mes grands-parents. Là. C'était mon père qui avait pu en prendre possession, je pense qu'il avait 50 ans, parce qu'avant ça, c'était son père. Dans la région? Oui, c'était à Métabetchouan où il y a un shell, là. En fait, à partir de l'hôpital Métabetchouan, tout ce côté-là envers Sainte-Croix, dans le temps, c'est Sainte-Croix, c'est la Croix maintenant, c'était nos terres. Puis ça me fait penser aussi, rappelle-moi si c'était peut-être votre réalité, mais dans les années 60, peut-être plus 50, mais en fait, chaque ville avait sa propre laiterie. Ah, absolument. En fait, nous autres, à Saint-Jérôme, dans le temps. Parce que Métabetchouan, c'est dans les années 80 ou fin 70, là, je ne me souviens plus de la date, mais c'était à Saint-Jérôme. Puis, on avait une fromagerie qui est maintenant encore, c'est la pharmacie. Au cœur du village, la pharmacie, là, on allait livrer notre lait là. On allait livrer notre lait là. Puis le samedi soir, je me souviens, il y avait du bon fromage en grains, chaud. Puis là, on s'ouvrait un peu petit, puis avant de revenir à la maison, on mangeait notre fromage en grains qui sortait du bassin. C'était magnifique. Ben non, c'est sûr. Ça veut dire que, dans le fond, toutes les fermes et les fermes laitières environnantes allaient porter leur lait. Exact. Fait que, sans exception, dans le fond, tout le lait se ramassait là. Absolument. Du coin. Du coin. Oui, parce qu'à chaque municipalité, à peu près, là, Saint-Bruno avait la sienne, Saint-Gédéon, il y avait Chambord, il y avait toutes les à Sainte-Croix, il y en avait aussi. Donc, il y avait leur petite fromagerie. Donc, c'était un peu ça, les débuts. Il y avait une quarantaine d'usines là, dans les années 60 là, à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une quarantaine de fabriques, surtout des fabriques de fromage, mais peu de lait de consommation, mais il y en avait peut-être 4 ou 5 là, de lait de consommation, mais c'est surtout des petites fromageries. OK. Fait que ça veut dire que là, comme j'ai compris, on est dans la fin des années 70. Oui, 79. Et là, ça veut dire que Nutrinor n'est pas Nutrinor. On parle d'ACL et de j'oublie toujours la chaîne coopérative du Saguenay. Oui. Donc, toi, tu arrives, c'est pour ACL. ACL, donc qui est basé à... Chambord. À Chambord. Puis là, peut-être juste faire une courte historique de l'ACL. C'est en 1960. C'est bizarre parce que ça s'est passé à Saint-Jérôme. L'assemblée de fondation a eu lieu quelque part le 30 octobre. Là, je peux me tromper un petit peu des dates. Là, ça peut arriver, là, à mon âge. Là. Mais disons que l'assemblée de fondation avait eu lieu en 1967, en octobre, le 30, ou à peu près. Et il y avait à ce moment-là 8 parties prenantes qui étaient des coopératives avec un secteur fromager. Il y avait peut-être plus de coop que ça, mais il y en avait 8 là, qui étaient avec une partie fromagère. Et c'est là, là, je passe à la conclusion, mais si on lit l'histoire un peu, là, parce que là, j'étais jeune dans ce temps-là, fait que j'ai relu l'histoire un peu, mais c'était du travail acharné, là, parce que tout le monde voulait garder sa petite fabrique au départ. Même à Chambord, ça a brassé, parce que les gens, je me souviens, dans notre livre d'histoire qui fête nos 75 ans, à Chambord, il y avait eu... c'était pas nécessairement une guerre de clochers, mais les gens voulaient absolument ce site-là, dans le fond. Absolument. Fait que ça veut dire que toi, Laval, à la fin de tes études, tu te ramasses à Chambord. Oui. Dans quel poste, dans quel domaine? Bon, j'ai commencé un peu la continuité de ce que j'avais fait la deuxième année à l'été. Je me suis retrouvé, ils m'ont nommé chef des laboratoires. J'ai commencé, c'était quand même pas si pire, commencé comme chef des laboratoires. Puis tout de suite, cette année-là,
il était en pleine effervescence. OK. L'ACL. Ouais. Chambord roulait depuis 1974 parce que l'usine avait été construite, avait été commencée en 1973, première pelletée de terre. Ouais. Il y avait eu quelques retards, puis en octobre ou quelque part là, l'année suivante, en 1974, elle avait été inaugurée. Donc, l'usine était neuve et à ce moment-là, il y avait... Ça a toujours été un peu l'histoire de l'industrie laitière. Ouais. À ce moment-là, il y avait une problématique qui commençait à avoir des surplus de lait. C'était une des raisons pourquoi Chambord avait été créé. C'était pour être capable de garder les surplus de lait qu'il y avait à ce moment-là. Et de pouvoir les transformer. Oui, parce qu'il y avait trop de lait qui s'en allait en fromage. Puis en plus, la production était plus que ce que les fromageries pouvaient prendre. Et puis de toute façon, le marché n'était pas là pour le fromage dans ces années-là. Donc, il y avait eu des subventions spéciales du gouvernement fédéral pour faire en sorte que la poudre de lait, l'écrémage du lait en poudre et en beurre, puisse être plus payant pour les producteurs. C'est ce qui avait fait en sorte que Chambord avait pu exister puis créer un plan quand même qui avait une capacité énorme là, pour la région. Parce que je me souviens qu'à l'époque, c'était une grosse usine. C'était très gros. C'était au dernier cri, c'était à la toute dernière technologie. Oui, absolument. Parce que ce qui sortait de là, c'était pas juste du lait. Non, il ne sortait pas de lait. Ouais, c'est ça. C'était un plan de transformation. OK. Fait que moi, ma carrière, elle a été... oui puis non, vous allez voir. Mais c'était surtout le lait de transformation, en poudre de lait puis en beurre. Puis il y avait quand même une capacité d'une centaine de millions de litres de lait Chambord, là, grosso modo, ce qui était énorme. Là. Ouais. C'était en mesure de transformer tout le lait qui était en surplus facilement. Donc, ça fait qu'en 79... ça avait comme déjà viré de bord. Ça fait 5 ans que l'usine virait. Puis là, ça commençait à avoir peut-être moins de débouchés pour la poudre. Là. Ça devenait moins payant. Puis ça prenait d'autres choses. Donc, Nutrinor avait à ce moment-là, en 79, quand j'étais rentré, il avait négocié avec les Allemands une franchise pour faire du beurre réduit en calories. OK. 39 de matière grasse. Le beurre normal, c'est 80. Donc, c'est moitié moins de gras. Puis ça, c'est une franchise allemande. Puis en même temps, avec l'Union laitière normande, qui est devenue la Sodial, je crois, avec le temps. Mais dans le temps, c'était l'Union laitière normande. Il avait négocié une franchise pour de la fabrication d'aliments d'allaitement pour veaux. Ah, OK. Ouais. Ça fait qu'à ce moment-là, moi, je rentre, puis c'était ça. Oui, puis t'es tout nouveau, là. T'as pas nécessairement d'expérience. Il n'y avait pas une pelletée de terre, il n'y avait rien de fait, mais les décisions étaient prises qu'on avait une franchise pour toute l'Amérique du Nord, pour les aliments d'allaitement pour veaux. Ouais, ça, c'est la théorie. La pratique, c'est une autre chose. Mais c'était ça. Puis le beurre réduit en calories, la même affaire. Donc, ça fait qu'à ce moment-là, on se disait, hey, le beurre réduit en calories, ça va nous mettre au monde, ça va être infernal, c'est tellement nouveau, ça marche en Europe, puis bon. Ça fait que puis les aliments d'allaitement pour veaux, c'est peut-être un peu plus risqué. On voyait ça un peu plus gros. Finalement, on m'a demandé tout de suite, quand j'étais rentré, de doubler le laboratoire. Donc, on a fait un deuxième laboratoire. Toujours à Chambord? Toujours à Chambord, attenant à l'autre. Okay. On a fait un laboratoire de microbiologie, puis l'autre, c'était de la physico-chimie. Mais bref, c'est moi qui avais fait les plans avec l'équipe en place, évidemment. On m'avait demandé ça. C'était mon premier mandat, là, de doubler le laboratoire. Et faut dire qu'à ce moment-là, l'ACL avait fait une incursion dans le lait de consommation. Pourquoi? En 1977, il se faisait... Quand je dis, là, il commençait à vider de lait. Autrement dit, il était obligé de fournir du lait aux laiteries, qui était prioritaire. Donc, c'est du lait qui n'allait plus en poudre, mais il allait aux laiteries d'Olbeau, laiterie Saint-Félicien, laiterie Roberval. Donc, il avait carrément acheté la même année, en 1977, la laiterie Roberval, laiterie d'Olbeau. C'est que moi, quand je suis arrivé en 1979, ces deux laiteries-là étaient là. Donc, c'est une incursion dans le lait de consommation. Mais à ce moment-là, on était dans le lait de consommation. Ça fait que ça, c'était plus ou moins naturel parce que la chaîne coopérative, l'idée de départ, c'était qu'eux autres seraient dans le lait de consommation, puis l'ACL était dans le lait de transformation. C'était vraiment... Puis
au début, là, ils voulaient vraiment que l'ACL soit une entité complètement à part, avec son propre conseil d'administration puis sa propre pouvoir de gestion, parce que c'était relativement compliqué, le domaine de la transformation. Puis ils disaient, nous autres, à la chaîne coopérative, si on rejoint une 5e ou 6e patte à notre structure, mais on ne pourra pas y consacrer le temps nécessaire. C'est vrai. Fait qu'ils ont décidé de créer carrément, mais il faut savoir que la chaîne coopérative, historiquement, a toujours été, au fin fond, l'investigateur de la création de l'ACL. Ouais. Donc, mais c'était plus lait de transformation que lait de consommation. OK. Ça fait qu'à ce moment-là, il avait acheté la laiterie Roberval de Lebeau en 1977. Et de leur côté, la chaîne coopérative avait acheté la laiterie Kenogami en 69, puis complètement propriétaire en 71. Puis, quelque part, en 80, il avait acheté la laiterie de la Montagne. Je me souviens, on avait dit, hey, on payait ça 5 millions. C'était cher dans le temps quand même. Mais ça valait le coup. Il avait acheté la laiterie de la Montagne en 80. Puis, il avait acheté, après ça, une autre, là, une petite laiterie. Bref, les autres, il y avait carrément 70% de lait de consommation de la région en production. Puis l'ACL, nous autres, à cette date-là, les années 79-80, on avait 80% du lait de transformation. Il restait 3 ou 4 joueurs privés, Saint-Laurent, Perron, Boivin. C'est à peu près ce qui restait là, dans la région. Fait que ça veut dire que, puis aussi, explique-moi ce qui nous démarquait, en fait, là, dans la laiterie de Nutrinor, parce qu'en fait, à Chambord, ce que je comprends, c'est qu'il y avait une partie aussi, une partie d'innovation, dans le fond, là, dans ton travail, parce qu'avec les deux, moi, je les appelle les deux laboratoires, qu'est-ce qui a fait en sorte que cette laiterie-là, basée à Chambord, se démarquait des autres? Ça, c'est le bout intéressant, là, que pourquoi on me demandait un peu pourquoi j'ai toujours été bien motivé dans l'ACL qui est devenu Nutrinor. C'est cette partie-là. C'était extrêmement innovant. Extrêmement innovant. Fait que ça veut dire que les parties prenantes, puis même les dirigeants de l'époque, accordaient une importance à ça. Définitivement. Parce qu'il n'y avait pas le choix, parce que pour être capable de se départir de leurs produits, de leur production à la ferme, il fallait répondre aux besoins du consommateur, puis aller dans les bons produits qui pouvaient faire en sorte qu'il y ait une valeur ajoutée pour le prix du lait à la ferme. C'est dans ce cadre-là que le beurre réduit en calories, ça avait été un choix de fait à cette date-là. Et les aliments d'allaitement pour veaux. Dans les années 90, ça a été quoi, mettons, le fait marquant? Là, si on pourrait résumer ça en un fait marquant, parce qu'il y en a sûrement eu plusieurs. Le fait marquant, c'est la création de Groupe Lactel en octobre 90. Et ça, c'est important, là, parce que quand on parle d'innovation, là, Denis Guérard, notre directeur général, que je tiens à mentionner, qui est un visionnaire, avait décidé en 85, il dit, on va se faire vider de lait. Dans le temps de le dire, puis il a eu raison parce qu'on est passé de 120 millions à 80 millions de litres dans l'espace d'un an et demi. Alors, il dit, il faut aller dans les produits en croissance, dont le mozzarella italien. On a dit, t'es-tu malade, là? C'est une firme au Québec qui produit ça, là. Puis un marché assez... qui est un gros joueur. Qui est un gros joueur, hein? C'est à Saputo. Puis il faisait du très bon fromage. On a dit, non, il faut aller... Fait qu'on a été le deuxième joueur au Québec, avant la grosse coopérative AgroPure, 2-3 ans avant. Là. Donc, on a commencé, et ça, c'était salutaire. Rapidement, on a passé à 12, 13, 14 millions de litres de lait qui ne sortait plus de la région, qui était produit en fromage, et ça, c'était à Normandin. Fait qu'il avait investi 1,5 million à Normandin, qui était quand même passablement d'argent dans les années 87. Puis moi, quand je suis arrivé là, c'était dans le but d'augmenter cette capacité-là. Fait que dans les années 90, ça allait jusqu'en 96, dans le groupe Lactel, on a, entre guillemets, rempli l'usine. Ça nous sortait par les oreilles. On était 24 heures sur 24. On produisait tout le cheddar de la région. Puis on avait quand même, à ce moment-là, pas loin d'un 70% de la production de cheddar. C'est incroyable quand on y pense. Là, de marque Nutrinor, qui était, puis on avait amélioré la qualité, le Swip, puis tout ça, ça faisait tout ça. Puis on avait du succès là-dedans. Puis l'autre pilier, c'était le fromage mozzarella. Mais malheureusement, l'usine de Chambord, à ce moment-là, a été cédée à AgroPure. Saputo était sur les rangs, puis AgroPure. Puis finalement, c'est AgroPure qui l'a eu. Mais AgroPure, on n'a pas besoin de votre usine. On est capable de transformer
moi, honnêtement, je pense qu'il y aurait eu avantage à l'opérer parce qu'on avait 25 recettes de mozzarella. On était des kings. Là. On suivait ça plutôt de près. On était vraiment connaissants. On avait de la recherche-développement. Ouais. On développait. Un client voulait que ça tire sa pizza, tout ça de long, que ça brunisse de telle grosseur en tant de minutes. On faisait tout ça. Donc, on était avancés là-dedans. Mais bon, c'est ce qui a fait que la pire épreuve de ma vie. Là. Oui, c'est ça. C'est ça que je partais pour dire. Ça, c'était comme le gros fait marquant de la fin des années 90, début des années 2000. On a déménagé des gens contre leur gré de Normandin en leur promettant que ça va être le Klondike à Chambord. Ils déménagent, s'achètent des maisons. Je vais toujours me souvenir du dernier employé que j'ai serré à la main, un colosse de 350 livres, rien que de muscles, là. Un Villeneuve, là, je ne dis pas son petit nom, mais je le sais, mais il pleurait à chaudes larmes. Là. Ben oui. C'est le dernier là, que j'ai remercié à Chambord quand ça a fermé. Donc, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Là. Non, c'est clair. Puis c'était un coup dur, ce que je comprends, à la fois des employés, mais aussi de la direction, là, des gens qui voyaient de l'avenir là-dedans. C'était terrible. C'était une épreuve terrible. Tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts, on dit, là. Mais c'était terrible. Puis à partir de là, il y a 60-65 millions de litres de lait, et c'est encore vrai aujourd'hui, qui sort de la région. C'est vrai. J'accueille maintenant M. Yves Girard, qui a été pendant 20 ans à la tête de Nutrinor, soit depuis le début des années 2000, alors que la coopérative était aux prises avec d'importantes pertes financières. Au cours des 2 décennies suivantes, Nutrinor a connu une importante évolution structurelle, diversifié ses activités et renoué avec la rentabilité. Des investissements de plus de 200 millions de dollars, des acquisitions et fusions, et le développement de nouveaux produits et marchés, présentant des bénéfices importants lors de chaque bilan annuel. Dans la même période, le nombre d'employés doublera, le chiffre d'affaires passera de 250 à 600 millions et des places d'affaires seront établies dans les 6 régions du Québec. Bonjour Yves. Bonjour. Je me permets de tutoyer. Absolument. Donc Yves, j'aimerais en fait qu'on parle ensemble, oui, de Nutrinor, là, mais à ton arrivée chez Nutrinor, ça n'allait pas nécessairement bien. Comment tu as vécu cette arrivée-là dans, je dirais, la vie de Nutrinor? Très bonne première question. Oui. En fait, ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu quand même faire beaucoup de rationalisation. OK. Ce que je ne m'attendais pas à faire au départ. Parce non, que OK. Quand on m'avait approché, on m'avait dit qu'on avait analysé la situation, tout était correct, que j'allais juste avoir à suivre le plan stratégique et qu'il allait avoir une consolidation, une croissance. Sauf qu'il a fallu quand même que je fasse une assez bonne rationalisation. Donc, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile parce qu'il a fallu quand même que je fasse des mises à pied, analyser la situation pour que ça devienne une situation où est-ce que la rentabilité allait revenir à un certain niveau acceptable. Donc, ça a pris au moins 2-3 ans. Parce que même par rapport à ça, le Nutrinor, là, on parle du début des années 2000. Oui, avril 2002. Avril 2002, ouais. Le Nutrinor n'était pas nécessairement le Nutrinor d'aujourd'hui avec les 4 domaines. Il y avait une panoplie d'activités. Là. Donc, il fallait un peu faire, j'oserais dire, faire le ménage là-dedans. Mais en fait, on s'est plus recentré sur nos secteurs d'activité à cette époque-là parce que la planification stratégique du début des années 2000, c'était de se recentrer sur les métiers historiques de Nutrinor. Parce que Nutrinor a déjà été était dans les camions à l'époque, était dans les bois francs du lac, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, dans différents secteurs d'activité qui n'avaient pas nécessairement le lien avec l'agriculture, l'énergie et l'agroalimentaire. Donc, c'est là où est-ce qu'on a décidé de garder toujours le lien avec le domaine ou le métier de producteur agricole. Les 4 grands domaines d'agroalimentaire, énergie, agriculture et quincaillerie. Puis en quoi cette façon de gérer la coopérative Nutrinor a été un challenge en tant que tel? Parce que je suppose qu'on ne gère pas une coopérative de producteurs comme on gère une PME ou comme on gère une entreprise, j'oserais dire, plus conventionnelle. Parce que, dans le fond, il faut le faire, je suppose en fait là, qu'il faut le faire pour le bien des membres avant tout. Oui. Oui, ben moi j'ai toujours vu ça un petit peu
comme gérer une entreprise privée. Oui, parce que quand tu gères une entreprise privée, ben, tu le fais pour les actionnaires. Donc là, tu le fais pour les producteurs agricoles. Mais la façon de gérer, à part les valeurs coopératives qui sont effectivement différentes, il y a plus de monde, plus de parties prenantes à prendre en compte aussi sur les objectifs. Il y a plus de personnes. Hein? Donc, c'est sûr que le mouvement coopératif, je ne suis pas en train de dire que le privé est pareil que le coopératif, mais c'est la façon de gérer la business qui est à peu près la même. Maintenant, les valeurs sont différentes. La façon de fonctionner, les assemblées annuelles, c'est quand même 1034 membres Nutrinor, donc il faut tenir compte de cet ensemble des parties prenantes-là. Fait que c'est sûr qu'il y a plus je dirais pas de la politique, mais il y a plus d'organisation à faire pour satisfaire plus de monde que l'entreprise privée. Par contre, dans l'entreprise privée, si c'est du capital action, ben, tu as des actionnaires qui sont à la bourse, ils demandent aussi. Effectivement. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas ça de façon très, très différente de gérer une coopérative qu'une entreprise privée. À part du fait qu'effectivement, des fois, tu prends des décisions qui ne sont pas nécessairement liées à l'économique. Beaucoup plus, soit au bien-être des membres ou répondre aux besoins des membres, mais il reste qu'il faut tout le temps qu'il y ait l'aspect économique qui rentre en ligne de compte. Là. Donc, revenons dans le temps. On parlait du début des années 2000, des décisions, je dirais, presque déchirantes là, dans certains moments, des secteurs où est-ce qu'on délaisse les activités plus pour se recentrer vers d'autres domaines ou du moins suivre un plan stratégique qui avait été mis en place. J'aimerais savoir comment se passer ou comment s'orchestrer tout ça? Parce qu'on a parlé avec d'autres intervenants dans cette balado. On a présentement, en fait, l'avis du volet CA, du volet conseil d'administration, où est-ce que les gens ont vécu ça d'une certaine manière. Mais je vais utiliser un drôle de jeu de mots, là, mais sur le plancher des vaches, là, comment que ça s'orchestrait tout ça? Je suppose qu'il fallait toujours avoir un peu pas l'approbation, mais avoir la confiance des employés pour pouvoir suivre un plan stratégique sur plusieurs années. Oui. Ça, c'est sûr que ça a été un grand défi pour moi. Là, puis c'était un défi personnel que je m'étais donné aussi. Parce que moi, quand je suis arrivé, je me sentais un petit peu investi d'une mission. Parce que veux pas, l'entreprise était à 17 % d'équité en termes financiers. C'est pas loin de la faillite. Là, donc, en 2002, c'était ça la situation. Donc, il fallait absolument redresser la situation. Sans ça, la coopérative aurait été probablement fusionnée avec une autre ou une rationalisation qui aurait fait beaucoup plus mal que la rationalisation que moi, j'ai faite. Donc, ce qui était le plus difficile, c'était les fermetures, les congédiements d'employés. Ça, je ne le faisais pas de gaieté de cœur, mais j'ai toujours expliqué les raisons pourquoi je le faisais. Puis moi, je me disais, je préférais qu'il y ait une portion de la coopérative qui soit sacrifiée pour garder la plus grande portion par après, puis être périn dans le futur. Puis je pense que ça a été une valeur que vous avez maintenue là, au niveau du comité de direction, d'être très transparent dans les décisions, puis d'être honnête, j'oserais dire, là-dedans. Tout le temps, oui. Donc moi, je suis très fier de ça, d'avoir pu continuer, justement parce que les gens ont adhéré au plan tout le temps, à mes plans, à nos plans, je vais dire à nos plans, parce que c'est pas... J'avais des équipes extraordinaires puis des employés qui y croyaient aussi. Donc, ça prend ça. Donc, j'ai pas... je suis content d'avoir pu continuer puis faire ensuite de ça, à partir de 2009-2010, comme je disais tantôt, la croissance. Donc, les gens y ont cru. Puis finalement, ils ont dit « OK, il n'est pas si pire que ça. » Oui, c'est ça. Finalement, on l'aime. Finalement, on l'aime. Il a fait ce qu'il a dit. Puis souvent, on dit les bottines ont suivi les babines. C'est ça qu'il fallait qu'il arrive. Puis ici, Yves, on avait la dure tâche de faire un résumé là, du début des années 2000 aller à 2010, les faits marquants de cette époque-là. Ça aurait été quoi, selon toi? Au début, ça a été le redressement, vraiment, comme je disais tantôt. Suivi serré avec les banquiers aussi, parce que, comme je disais tantôt, c'est presque en faillite. Hein? Donc, c'est ça. Pas en tutelle, là, mais presque. Donc, il y a beaucoup d'analyses économiques qui ont été faites. Puis, c'est sûr que j'étais jeune aussi quand je suis arrivé, 36 ans. Donc, puis j'avais un président, Sylvain Martel, qui était pas très vieux non plus à l'époque. Il y avait Yvan Morin, qui était le vice-président, qui amenait une certaine prestance, une certaine sagesse aussi, qui faisait en sorte qu'on était bien entouré, mais il reste que
j'osais dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui donnait cher de notre peau. Ouais. Puis je suppose aussi que, j'oserais dire, avec l'âge que tu avais à ton arrivée, ça te mettait une certaine pression de dire, il faut que je fasse mes preuves en plus. Là. Ouais. Quand on faisait les assemblées annuelles, c'est sûr que les producteurs faisaient la file au micro. Ouais. Puis, trompez-vous pas. On n'avait pas le droit à l'erreur, dans le fond. Non, c'est ça. Puis on le disait nous autres mêmes. On n'a pas le droit à l'erreur. Mais encore une fois, avec les membres, on était très transparents dans ce qu'on faisait. On suivait une bonne partie du plan qui avait été fait avant que j'arrive. Parce que le plan stratégique avait été fait avant que j'arrive. Donc ça, pour répondre à la question directement, aller jusqu'en 2005 à peu près, redressement. Puis à partir de 2005, je peux parler de consolidation. OK. Là, on a consolidé, on n'investissait presque pas. Où on investissait on identifiait dans les usines ou dans les places d'affaires où est-ce qu'on investissait dans des choses qui étaient les plus rentables. OK. Donc on conservait nos acquis. Là. On conservait les acquis, puis on remplaçait beaucoup parce qu'on a pris beaucoup de retard parce qu'une entreprise qui perd de l'argent n'investit plus. C'est vrai. Donc, on allait chercher les endroits où est-ce que on allait avoir le rendement le plus rapidement possible. Puis c'était quoi, ces secteurs-là ou ces usines-là? Oui. Ben, en fait, on allait vers ce qui était le plus rentable, mais aussi, des fois, on allait remplacer le toit. Ouais. Il fallait. Là. Donc, l'usine de lait manquait beaucoup d'amour. On a décidé d'investir à Alma parce que j'avais vendu Buckingham à l'époque, en Outaouais, à Agropur. Parce qu'on ne pouvait pas investir dans les deux places. Donc, j'ai vendu Buckingham puis Agropur a fermé l'usine. Ah, OK, ouais. Et on a investi plus massivement dans la laiterie Alma, l'ordinateur. Pour centraliser plus, si je pouvais dire, les opérations à Alma. Exact. Parce que là, si on se reporte dans le temps, là, on avait je dirais qu'on avait presque pas écarté, mais on s'était sauvé un peu de l'époque là, de Chambord, de la grosse transition qu'il y avait eu. Ouais. Puis là, la majorité des activités étaient centralisées à Alma. Exact. On a décidé de faire un peu comme le quartier général du lait à Alma à l'époque, effectivement, parce qu'on avait fait des tractations. Là. J'imagine que M. Lapointe a fait toute l'apologie de ça. Là. Ouais. Donc, on a décidé que c'était Alma le point de chute pour développer la division laitière de Nutrinor. Puis je serais curieux de savoir un peu comment ça se vivait au niveau des membres, parce que à l'époque, probablement que les seules occasions que les membres avaient de s'exprimer ou de parler, mis à part le lien qu'ils ont avec le domaine de l'agriculture, c'était l'AGA, l'Assemblée générale annuelle. Il devait y avoir des beaux échanges. Les gens, parce que là, on parle d'un 7-8 ans avant d'être rentable ou de faire vraiment de l'argent. Je suppose qu'il y a eu des années où est-ce que ça posait des questions. Oui, les 7-8 premières assemblées annuelles que j'ai faites, là, j'étais vraiment stressé avant les AGA parce qu'on faisait pas beaucoup d'argent. On faisait ce qu'on disait quand même, mais on ne donnait pas de ristourne. L'idée des coops, à la fin, c'est de donner une ristourne, un peu comme un actionnaire qui veut un dividende. Fait qu'avant que les membres adhèrent au plan, ça a été long. Là, ça a pris presque une dizaine d'années. Là. Quand même. Donc, on était toujours sous pression. Tout le temps, jusqu'en 2010, là, sans arrêt. Ça fait que c'était pas évident. Puis là, les membres ont commencé à comprendre où est-ce qu'on s'en allait un peu plus. Puis après ça, les ristournes à partir de... Je me souviens plus de quelle année, là, mais après 2010, ont commencé à être un petit peu plus élevés. Puis les gens ont commencé à sentir que on venait de redonner le fleuron régional aux membres. Ça a pris, puis tu fais bien de le dire, parce que le fleuron régional, on voit là, que c'est important avec les différentes discussions là, qu'on a eues dans le cadre de cette balado-là. Puis une chose, je crois, on parlait de mission tout à l'heure, la chose qu'on croit qui a sorti des différentes discussions, c'est que Nutrinor a toujours voulu ou a toujours désiré être maître de son propre destin. Ouais. En quoi, Yves, tu crois que cette volonté-là, cette mission a paru dans le début des années 2000, aller jusqu'en 2010, dans la restructuration ou, je dirais, le travail du nouveau Nutrinor? C'est plus après 2009, là, quand on a fait la planification stratégique, la première planification stratégique de croissance. Donc, on a commencé à dire, OK, on va faire des acquisitions dans les secteurs d'activité
qu'on a été bon, mais qu'on est bon. On commençait aussi en 2011 ou 2012, je pense, ça a été la quincaillerie aussi à Saint-Bruno. OK. Parce que là, à l'époque, parlons-en là, du début des années 2010, on parle, évidemment, on a toujours été présent dans l'agriculture. Dans l'agroalimentaire, on n'était pas encore dans le fromage. Non. On a là, c'est ça que je parlais pour dire. La mémoire fait défaut. On n'était pas encore dans les viandes. C'est vraiment à partir de 2010 là, que la croissance est opérée. Là. Donc, 2009, oui. Oui, puis comment ça s'est orchestré tout ça? Parce que je suppose qu'on ne décide pas d'investir dans certains secteurs, je dirais, à l'aveuglette. Là. Il y a un choix précis, stratégique qui est fait. Exact. En fait, la planification stratégique de croissance, c'est orchestré en 2008-2009. Okay. C'est là qu'on a mis la nouvelle mission, unir nos forces à celles de la Terre pour accroître de façon durable la richesse collective. Puis c'est là que le développement durable a commencé, est né. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, on s'en va vers une croissance, mais il faut que ça soit une croissance durable. Donc, il faut justement, pour ne pas revenir dans ce qu'on avait vécu à partir de 99-2000, d'investir un peu partout. Puis, donc, il fallait prendre les 4 éléments du développement durable en compte pour faire la croissance, pour pas arriver à ce qu'on avait déjà vécu. Donc, ça a été ça l'élément clé, je pense, qui fait en sorte qu'on a réussi à avoir une croissance orchestrée comme celle-là. Et on s'est basé beaucoup encore une fois, sur la rentabilité des secteurs dans lesquels on investissait, puis identifier vraiment dans les places où on allait avoir le meilleur rendement, mais pas toujours. C'est toujours en fonction aussi d'essayer d'avoir un certain équilibre dans la croissance de chacun des secteurs d'activité. D'être à l'affût des opportunités qui peuvent se présenter. Exact. Mais à partir du moment où on a décidé, par exemple, d'aller dans les viandes, là, on a fait l'acquisition de Perron 2009-2010 à 40 des actions. Puis après ça a été Fortin en 2012 ou 2013, l'acquisition de 75 des actions de Fortin. Et là, on a commencé à avoir une certaine croissance, puis une certaine solidité des actions qu'on portait. Mais c'est sûr qu'on ne connaissait pas la transformation de la viande. Donc, moi, l'idée que j'avais en arrière de la tête, c'est d'investir là-dedans puis d'apprendre avec les vendeurs qui nous vendaient. C'est pour ça que je les gardais dans l'entreprise pour qu'ils nous montrent comment que ça fonctionnait, etc. Puis après ça, on les rachetait. Puis c'était prévu d'avance comme ça. OK. Puis après ça, on a fait la croissance comme ça. Donc, là, continuons dans le volet acquisition. On a parlé de BCP, donc de la boucherie charcuterie Perron. On a parlé de Fortin. Par la suite, je crois qu'est arrivé pas qu'il est arrivé, mais qu'on est arrivé dans les fromages avec la fromagerie Perron. 2015, mais avant ça, on a fait la fusion de Lac-à-la-Croix, la coopérative de Lac-à-la-Croix en 2011. Puis ça a fait qu'il y a eu quand même des bonnes synergies en agriculture avec Lac-à-la-Croix aussi. Après ça, 2013, je n'ai pas de note en avant de moi. J'essaie d'y aller de façon avec ma mémoire. Ouais. Mais 2013, c'est ça. Ça a été Fortin. Après ça, 2015, effectivement, ça a été Perron. OK. Puis bizarrement, Perron est arrivé avant Champêtre, mais on avait commencé à regarder Champêtre avant Perron. Ah, OK. Pour différentes raisons, on a acheté, je pense que c'était 75 des actions de Perron aussi. On a rentré capital de risque Desjardins avec nous autres pour maintenir les ratios financiers à flot aussi. Et 2016 ou 2017, là, ça a été Fromagerie Champêtre. Puis l'idée de Champêtre, c'était de se donner une plateforme de distribution, puis une plateforme à Montréal, un peu comme on l'a fait avec le lait à Alma. On a dit le lait, c'est Alma. On s'est dit, à Montréal, si on veut avoir un certain niveau d'activité, ça prenait la Fromagerie Champêtre là, pour être capable de distribuer aussi partout à Montréal. Puis on pensait aussi qu'on était capable peut-être de monter un réseau de distribution là, pour le lait, etc. Puis aujourd'hui, on voit que le lait est un peu partout. Là. Je ne me souviens plus exactement où c'est rendu au niveau de la distribution, etc. Mais c'était ça l'objectif à l'époque. Donc, ce que j'aimerais savoir par la suite, là, c'est comment qu'on réussit, parce que, tu sais, on y va quand même vite dans les acquisitions, mais... c'est vite, je vais en manquer un petit peu, c'est sûr. Non, c'est sûr, mais comment qu'on réussit, en fait, à passer un Nutrinor qui est presque sur le bord de la faillite, là, en très grande difficulté financière, à un Nutrinor qui devient extrêmement rentable? Oui, il y a des choix, mais je suppose aussi que du côté du chef de la direction et de son comité de direction, ça prend une vision, là,
là. Ça prend, il faut qu'il y ait une étincelle à quelque part qui va nous dire, bon, ben OK, là, on est prêt, puis là, on est capable de prendre des bons choix, parce qu'on a toujours ensuite le CA puis les membres qui vont nous dire, ben là, on n'est pas sûr que vous prenez les bonnes décisions, là. Comment qu'on réussit à faire presque un coup de chapeau là-dedans? Là? Comment que la décision se prend? Ouais. Ben, c'est incrémental, hein, c'est-à-dire que ça se fait dans le temps, ça se fait, une année, c'est court, mais c'est quand même long. Mm-hmm. On se voit aller là-dedans, les états financiers sortent à chaque mois, on fait des prévisions, on arrive dans nos prévisions, hop, on dépasse nos prévisions. Il y a la ristourne de la Fédérée aussi, quand même, il ne faut pas oublier, qui nous a aidé beaucoup là, dans le temps, à partir de 2000. Il y a eu des très bonnes années à la Fédérée qui faisaient en sorte qu'on avait des revenus qui venaient de là aussi. Donc, ça nous aidait à mieux se positionner au niveau financier. Peux-tu nous le vulgariser, ça? Parce qu'à la base, Nutrinor est une coopérative qui est dans le réseau de la Fédérée, qui est maintenant Solio. Exact. Donc, peux-tu nous vulgariser, en fait, pourquoi ils nous donnent une ristourne et en quoi c'est bénéfique là, dans notre cas? Ben, on achetait à l'époque à la Coop Fédérée tous les intrants agricoles et le pétrole aussi. Mm-hmm. Donc, quand la Coop Fédérée faisait de l'argent, ben, ils nous donnaient une ristourne au même titre que nous, on donnait une ristourne à nos membres, ceux qui achètent. Ouais. Donc, plus on achète, plus on achetait, plus on avait de la ristourne. C'est sûr qu'en 2016, on a sorti notre propre bannière d'énergie. Ça faisait depuis 1956 que Nutrinor était Sonic. On a décidé de voler de nos propres ailes avec notre propre marque en 2016 parce qu'il y avait eu une fusion avec le groupe Philgo à l'époque et la Coop Fédérée. Nous, on n'a pas adhéré à cette philosophie-là, donc on a parti notre propre bannière. Encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de monde qui donnait cher de notre peau, parce que dans le pétrole, sortir une nouvelle bannière, c'est quand même audacieux, parce que c'est géré par les grands de ce monde. Là. C'est pas géré, mais c'est dominé par les grandes pétrolières. Mais au contraire, ça a été extrêmement positif, augmenté de beaucoup la rentabilité aussi. Ça nous a aidé énormément pour réinvestir aussi. Ce que ça l'a fait aussi aux yeux de la population régionale, c'est qu'on dirait que les gens, là, ils ont vu que Nutrinor avait une croissance. Et maintenant, c'est gros, Nutrinor, parce que les gens ont vu Nutrinor Énergie partout dans la région. Ouais. Ça donnait une belle place pour s'afficher aussi. Exact. Puis si on faisait un sondage, là, à savoir en quelle année Nutrinor est né dans le pétrole, probablement que vous auriez des réponses de 2015-2016, alors que ça fait depuis 1956. Fait que ça a eu cet impact-là, c'est que la visibilité de Nutrinor a été augmentée de façon importante. Alors Yves, j'aimerais que tu nous parles du domaine énergie, mais plus précisément du propane, parce que Nutrinor n'a pas toujours été dans le domaine du propane. Non, Nutrinor a acquis Propane M&M en 1994, si je ne m'abuse. Et on avait un modèle différent aussi dans le propane que des autres coopératives du Québec et de la Coop Fédérée, parce qu'on s'approvisionnait directement par train. Par le propane, contrairement aux autres coopératives, comme je disais tantôt, qui achetaient le propane d'un revendeur, d'un distributeur. Donc, ça nous a permis de faire quand même des synergies avec la Coop Fédérée là-dedans. Donc, Propane Québec incorporé, ça a été une entreprise qu'on a créée avec la Coop Fédérée à peu près dans les années 2010-2012, qui nous a permis quand même d'évoluer dans ce secteur-là aussi avec la Coop Fédérée, aller chercher des synergies. Mais éventuellement, on a arrêté cette association-là pour différentes raisons, dont ce que je mentionnais tantôt, la fusion avec le groupe Philgo. Ouais. Et on a fait des acquisitions aussi dans ce secteur-là d'activité de propane. On a acquis Propane Mont-Laurier avec la Coop Fédérée à l'époque. On a acheté aussi, je ne me souviens plus de l'entreprise. Propane Nord-Côtier. Propane Nord-Côtier, effectivement. Et on a fait un moment important aussi, c'est qu'on s'est mis une plateforme de distribution aussi à Saint-Marc-des-Carrières. Puis en quoi ça change la dynamique là, de la distribution? Ben, en fait, on avait un marché à Québec et un petit peu au sud de Québec aussi. Et on achetait notre propane à l'époque à Québec, donc ça coûtait plus cher. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre une plateforme de distribution à Saint-Marc-des-Carrières pour pouvoir développer le sud de la province. Donc, on a copié un petit peu le modèle, si vous voulez, là, de propane M&M dans le pétrole quand on a parti notre propre bannière, à la différence qu'on ne reçoit pas le pétrole par train, on va le chercher par camion parce que les raffineurs sont à Québec principalement, puis à Montréal. Effectivement.
Mais souvent, le domaine qu'on parle peut-être moins sans raison apparente, mais c'est le domaine des quincailleries. Donc, début des années 2010, il y a eu des investissements au niveau des quincailleries. Comment ça s'est orchestré? Parce qu'à l'époque, on est toujours avec une bannière, mais les quincailleries, vu que c'est un domaine plus du côté du commerce de détail, il y a quand même une bonne concurrence. Comment on réussit dans ce domaine-là à se démarquer de la concurrence? C'est pas évident. Les quincailleries, ça a toujours été un secteur pas facile, le détail. Ouais. Donc, le domaine des quincailleries, c'est un domaine qui demande beaucoup d'investissement en inventaire. Donc, puis les marges sont pas nécessairement faciles, mais ça prend un positionnement. Donc, BMR, quand la coop fédérée a parlé d'acheter BMR, il avait fait une tournée un peu des coops. Moi, j'avais mentionné que j'étais pour ça parce que ça allait donner une force additionnelle parce qu'à l'époque, c'était les quincailleries coop. Après ça, ça a été Unimat. Mais tu sais, c'est pas des bannières qui sont très, très, très fortes. Rona était très fort. Canac Marquis arrivait aussi. Donc, il fallait se donner une bannière qui était beaucoup plus visible au niveau provincial. Et quand est arrivé la BMR, c'est à peu près en 2015, c'est sûr que je pense que ça a aidé de façon importante les quincailleries. Continuons aussi au niveau des acquisitions parce que là, on fait ce qu'on appelle... Oui, c'est ça, exactement. Parce que là, on est rendu à peu près dans le milieu des années 2010. Ouais. Il y a eu d'autres acquisitions aussi, puis d'autres fusions. D'autres fusions qui ont amené le Nutrinor à être le Nutrinor d'aujourd'hui, là, en 2024. Ouais. Il y a la fusion avec la coopérative Normandin aussi, qui a été quand même assez importante, là, parce qu'il était quand même dans plusieurs secteurs d'activité, dont les quincailleries. Fait que ça nous a permis aussi d'étendre je vais le dire en anglais, excusez notre footprint, de quincaillerie partout dans la région et d'aller chercher les synergies aussi qui vont avec. Veux pas, quand tu as des BMR de Normandin aller jusqu'à Saint-Bruno, ça te permet de faire des synergies. Puis les gens travaillent beaucoup ensemble aussi, ça te donne des idées. Donc, tout était plus facile, je pense, pour l'ensemble des quincailleries. Donc, il y a eu, ça nous a donné un centre d'engrais additionnel. Les experts conseils qui sont maintenant partout dans la région avec la même philosophie, avec la même culture pour avancer, etc. Donc, ça a été un bout important pour l'agriculture régionale aussi, avec les centres de grains qu'on a aussi partout dans la région. Là. Ça fait que la fusion avec Normandin, pour moi, je pense, pour l'ensemble des membres d'un bout à l'autre de la région, a été très, très, très bénéfique, autant au niveau de la culture, de la coopérative, qu'au niveau financier. Puis même par rapport à notre présence dans l'ouest là, du lac Saint-Jean. Exact. Donc, continuons, on est rendu vers la fin des années 2010. Là, on commençait à parler de Fermé Maison. Oui. Si on parle des faits marquants, il y a eu Fermé Maison avec cette nouvelle philosophie là, d'avoir une présence dans un coin, je dirais, très achalandé. Là, on parle de Talbot, là, dans l'ancien Corneau-Quentin. Comment qu'on réussit pas à justifier, mais à mettre en place un nouveau commerce de ce genre-là? En fait, moi, je considère qu'on avait déjà le modèle. Ouais. À la petite place où est-ce qu'on était sur le boulevard Talbot. L'ancienne coop Chicoutimi, là, ouais. Mais qui n'était pas très sexy. Là. Donc, les gens rentraient là-bas, puis c'était d'essayer de faire rentrer monsieur tout le monde, madame tout le monde là. C'est pas nécessairement une place où est-ce que c'était intéressant d'aller. Donc, il fallait décider, est-ce qu'on réinvestit massivement là ou on fait un move à une autre place. Donc, l'analyse a été faite dans ce sens-là. Puis aussi, on s'est fait accompagner par des firmes externes pour établir le modèle. Puis est-ce que ce modèle-là est viable aussi? Mais on disait, on a seulement qu'à dupliquer ce qu'on faisait dans l'ancien emplacement, l'amener dans une place où est-ce qu'il y avait plus de passants, plus de visibilité, plus d'achalandage potentiel. Ouais. Mais déjà, on savait que c'était une destination. Donc, une destination en termes de détail, c'est que les gens vont là parce qu'ils ont un besoin et non parce qu'ils partent. Je passe par là, je vais y aller. On avait déjà 5 ou 6, ou c'était rendu 7 millions de dollars, je pense, de chiffre d'affaires, d'achalandage qui était déjà là, puis les gens devaient y aller. Donc, on s'est dit, on va aller à cette place-là, puis on va aller chercher d'achalandage additionnel parce qu'il est mieux placé, puis on va se mettre un modèle. On va expliquer à la population c'est quoi notre modèle de quincaillerie. On ne l'a pas changé beaucoup par rapport à ce que c'était avant, mais on l'a embelli. Oui, on revampé un peu. On l'a revampé, on lui a donné une saveur beaucoup plus
acceptable pour monsieur tout le monde, je vais le dire comme ça, Ouais. puis en même temps acceptable pour nos membres parce qu'ils s'y retrouvent aussi. Donc, ça a été ça, la façon de le faire. Continuons dans cette lancée-là. Il y a eu quelques autres acquisitions, je dirais, avant de parler de votre départ. Là. On parle, là, ma mémoire fait peut-être défaut, mais on parle du groupe Alain Royer. Oui, Alain Royer en 2019, je crois, 2018 ou 2019. Ça a été aussi une analyse importante parce que déjà, Royer mettait en marché 40% du marché de fromagerie Perron, donc dans l'industriel. Il faut comprendre que Perron ne fait pas juste du fromage fort et du fromage frais. Là. Il fait aussi de l'industriel, donc du parmesan industriel, du suisse, tout ça. Puis Royer était quand même un acheteur important. Puis je savais que M. Alain regardait pour se vendre, donc on l'a approché aussi. Il nous a approché aussi, voir s'il y avait des possibilités. Puis on a réussi à trouver un terrain d'entente pour faire l'acquisition. Ça fait qu'on a acheté 75% aussi des actions avec Capital de risque Desjardins. Même chose avec Champêtre. Donc on a fait un genre de, je vais le dire comme ça, un genre de consortium à 75% avec Fromagerie Champêtre, Fromagerie Perron, Royer, avec 25% Capital de risque Desjardins, que je pense qu'on a racheté là, dernièrement là, à 100%. Puis pour vulgariser encore plus, qu'est-ce que fait le groupe laitier Alain Royer? Parce que là, les gens, souvent, c'est facile de dire, par exemple, on a acquis la fromagerie Perron, ils font du fromage, on le consomme, etc. Du côté d'Alain Royer, dans le fond, c'est des revendeurs, ils achètent les produits, des courtiers. À l'international aussi. Donc, nos fromages s'en vont à peu près dans tous les... dans plusieurs places au Québec et au Canada pour des transformateurs. OK. Ce qu'on produit à Fromagerie Perron à travers le groupe Royer. Et eux aussi font de l'importation de beurre pour envoyer dans les boulangeries. Ils font de l'importation de poudre de lait pour revendre, par exemple, soit à Saputo ou à d'autres, ou à Gros Pur, etc. Il y a des quotas laitiers aussi. C'est quand même assez complexe, des quotas de fromage en Europe qu'on a acheté aussi. Donc, Alain Royer est un peu un courtier qui nous aide à se targuer de dire qu'on est un peu international. OK. Donc, dans le futur, qu'est-ce que ça fera? On verra, mais je pense qu'avec une croissance potentielle éventuellement, c'est une belle plateforme pour commencer à connaître comment ça se passe à l'international aussi. On en a oublié un, mais je ne sais pas si c'était à peu près en même temps. On a la boulangerie du Royaume qui est arrivée dans le décor de la ville Nutrinor. Dans ce cas-là, en fait, il me semble que dans la vie de Nutrinor, même dans le début, on n'était pas dans le domaine du pain. Comment ça s'est orchestré? Tout ça, c'était une opportunité d'affaires? Ben, quand on a fait la planification stratégique là, de 2009-2010, que je disais tantôt sur la croissance, ben, on a identifié aussi qu'on voulait aller le plus possible dans la transformation. C'est là que l'argent est. Donc, on s'est dit qu'il fallait essayer de transformer le plus possible ce que nos membres produisaient. Donc, nos membres produisent beaucoup de grains, dont du blé. Et on s'est dit qu'on pouvait aller chercher une certaine chaîne de valeur en allant vers la transformation du pain. Là, on arrive en fait vers la fin des années 2000, même début des années 2020, à votre départ. En fait, là, on a une carrière chez Nutrinor d'environ, je pense, au moins une vingtaine d'années. Parce que là, on sentait que vous avez presque tout vécu là, dans la vie de Nutrinor, autant les moments plus noirs, plus sombres que les gros moments, les faits marquants. Si vous aviez à dire pour Yves Girard, ça représentait quoi d'être à l'intérieur de la coopérative et de gérer cette coopérative-là? Comment vous pourriez résumer ça? Oui. Ben, c'est 20 ans, ça passe vite, mais en même temps, c'est quand même assez long. Tu sais, quand tu arrives là à 36 ans, tu sors de là à 55, 56, ben, c'est presque une vie maintenant. Oui, c'est ça. Ça fait que, tu sais, on dit souvent quand tu restes longtemps de place, tu sors de là, mais tu ne sors pas l'entreprise. Donc, Nutrinor est encore dans moi. Tu sais, puis je me promenais partout dans la région, même dans la province. Tu sais, je t'ai identifié un petit peu comme Monsieur Nutrinor à l'époque, là, parce que c'est normal. Tu es là, puis t'es là depuis un certain temps. Ça fait que ça t'habite vraiment. Fait que quand tu sors, c'est pas facile. Non, c'est ça. Il y a une coupure. Je suis content que ce soit moi qui l'ai décidé. Ouais. Imagine quand tu te fais dire, ben tu sors, c'est pas facile. c'est moi le fun. Mais je l'avais préparé, donc, puis le conseil d'administration était
tellement correct avec moi aussi pour que je puisse faire une transition dans ma nouvelle petite carrière que je suis en train de faire. Donc, je l'ai vécu. Tu sais, je l'ai dit tantôt en entrée de jeu, c'est que je me considérais investi d'une mission. Quand tu te considères investi d'une mission, c'est encore plus dans toi. Tu sais, c'est dans tes tripes, c'est dans ton cœur, c'est dans ta tête, c'est partout. Là. Ça fait que c'est sûr que ça sort. Même après, ça ne sort pas comme ça. Donc, je serai un éternel... un éternel ambassadeur de Nutrinor. Effectivement. Alors, M. Girard, un immense merci d'avoir participé à cette balado. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci à nos invités d'avoir partagé vos histoires, vos souvenirs et vos vœux pour l'avenir. Rendez-vous à l'épisode 3 où nous poursuivrons avec chacun des domaines de Nutrinor en débutant avec l'agriculture. À bientôt! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.